Vous voyez à peu près Limoges, voilà la diagonale du vide, là où il n'y a rien. Ça commence. 15 jours dans le Périgord. Tout ce que j'ai pu visiter d'intéressant et que je peux vous conseiller d'aller voir. Et ensuite je vous parlerai plus de la partie gastronomique. Et Dieu sait qu'il y en a de la gastronomie dans le Périgord. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de tradition française, cerné autour de la France. Bienvenue à tous pour ce troisième épisode, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles, j'avais prévu de tourner l'épisode 3, celui-là actuellement sur un autre sujet que j'avais dit dans l'épisode 2 qui était la poche de Falaise, puisqu'on est dans l'année des 80 ans du débarquement, de la bataille de Normandie, et je voulais un peu finir la bataille de Normandie. J'ai commencé par le débarquement, et finir par la poche de Falaise, qui est du coup la fin de la bataille de Normandie. Mais je me suis dit au final que parler que de guerre, voilà, je m'étais dit en gros que tout simplement j'allais parler d'un autre sujet pour un petit peu varier et apporter un petit peu plus de légèreté quand même. Donc je vais plutôt parler de mes vacances. Voilà, je vais vous parler de ma vie parce qu'elle est incroyable ma vie. Je vais vous parler de mes vacances. Je suis parti dans le Périgord pendant 15 jours et je pense que c'est bien que je vous en parle parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter qui est absolument que j'ai trouvé absolument magnifique. C'était pas du tout des vacances, enfin elles étaient pas du tout reposantes. On a bien bougé, je suis parti en famille dans le Périgord. C'est une région que je ne connaissais absolument pas et du coup c'est pour ça que cet épisode 3, au lieu que ce soit la poche de Falaise, c'est plutôt le Périgord, et l'épisode 4 ce sera la poche de Falaise. De toute façon j'avais déjà enregistré, enfin j'avais déjà pris les notes nécessaires pour le tournage de ce podcast, sauf que j'ai décidé au final de changer d'avis. C'est comme ça, vous n'allez pas me l'en empêcher. et puis là, vu que c'est tout frais puisque je viens de rentrer de vacances, je pense que ce sera le meilleur moment pour en parler, faire un petit peu un résumé de ces vacances et de vous conseiller plein de choses à faire si un jour vous allez dans le Périgord, ou si vous êtes déjà allé dans le Périgord. Des choses que vous n'avez peut-être pas visitées. Si vous y retournez, ce sera l'occasion d'en faire, parce que bon Dieu qu'il y en a des choses à faire dans cette région, je peux vous le garantir. Donc pas plus de blabla, commençons tout de suite. Alors, 15 jours dans le Périgord. Le Périgord, où est-ce que c'est déjà ? C'est quoi le Périgord ? Où est-ce qu'on est ? Bon Dieu Lucas, où est-ce qu'on est ? Dans le Périgord. Eh bien le Périgord, c'est en Dordogne. Où est-ce que c'est la Dordogne ? La Dordogne, vous connaissez la Dordogne, vous connaissez le fleuve la Dordogne, donc c'est, je dirais que c'est à 1h30 à l'est, je vais pas me tromper, à l'est de Bordeaux, c'est en dessous Limoges, vous voyez à peu près Limoges, voilà la diagonale du vide, là où il n'y a rien, ça commence, et c'est en dessous en fait, Périgueux, Brive-la-Gaillarde, alors Brive-la-Gaillarde n'est pas dans la Dordogne, mais je vous donne des villes aux alentours, Périgueux, Brive-la-Gaillarde, Bergerac, Sarlat, c'est dans ce coin-là, voilà. La Dordogne, le code c'est le 24. Alors, le Périgord, pardon. Alors, la Dordogne c'est le 24, pardon. Excusez-moi, je me mélange. Pourquoi on appelle ça le Périgord, qui se situe en Dordogne ? Eh bien tout simplement parce que le Périgord c'est un ancien comté en fait. C'est apparu au temps de Charlemagne, c'est le comté, il s'appelle le comté de Périgord, voilà. La capitale de cette région historique, c'est Périgueux, tout simplement. Je pense que vous comprenez, Périgueux, Périgord, ça me paraît assez logique. Les principales villes du Périgord, je dis principales, je ne dénigre pas celles que je ne vais pas citer, mais c'est en tout cas celles que j'ai visitées et celles qui sont les plus connues, je dirais. Donc on a Périgueux, évidemment, Sarlat la Canéda, un truc comme ça, désolé si je le prononce mal, Bergerac, La Roque-Gageac, les Aisiers et Montignac-Lascaux. Là vous commencez un petit peu à savoir de quoi on parle, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Périgord. Et c'est vraiment une région qui est culturellement extrêmement diversifiée.
Quand je dis très diversifié, je vous le raconterai de toute façon dans tout ce que j'ai visité. J'ai visité absolument plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Je trouvais ça vraiment très... aucunement ennuyant. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple. En Normandie, la première fois que j'y suis allé, c'était pour les plages du débarquement. Alors, c'est bien parce que voilà, il faut y aller, ça fait partie des monuments locaux, mais quand ça faisait une semaine que j'avais fait que des musées sur la guerre, même moi qui aime bien l'histoire, je dois bien vous avouer qu'au bout d'un moment, ça a commencé un petit peu à m'ennuyer. Mais fort heureusement, il n'y a pas que ça en Normandie, hein, je vous rassure. Il y a plein de belles choses, mais ce sera l'occasion pour un autre podcast. Donc, revenons à nos moutons. Le Périgord, il y a vraiment une grosse richesse culturelle, et je vous explique parce qu'on peut le subdiviser en fait en 4. Et c'est comme ça, et c'est vraiment leur surnom historique dans les différentes régions du Périgord. Il y a le Périgord blanc, en fait, elle est caractérisée par sa partie, je dirais, calcaire pour les carrières, en fait. C'est là où il y a principalement des carrières. On trouve notamment Ribérac et Périgueux. Après, on a le Périgord vert, où là, c'est une partie très forestée, logique. J'ai pas de nom à vous donner, parce que je sais pas, enfin, s'il y avait un nom, mais j'ai eu la flemme de le retenir. Périgord noir, donc là c'est vraiment la partie la plus connue du Périgord et la plus riche, c'est là où on retrouve Sarlat, c'est une région très rocailleuse, aussi où il y a beaucoup de forêts mais de chênes un peu plus sombres. C'est là où on retrouve aussi la vallée de la Vézère, on en reparlera après mais c'est très chargé historiquement. Et on a aussi le Périgord pourpre, et là c'est du côté de Bergerac, qui est connu notamment pour le vignoble qui s'appelle les vins qui sont là-bas, c'est les Bergeracois. Je vous expliquerai pourquoi après, ce ne sont pas des Bordeaux. Je vous expliquerai parce que c'est très important à retenir là-dessus. Voilà. Pour, justement, comme je disais, c'est une région qui est extrêmement connue pour sa diversité culturelle. On l'a vu déjà rien qu'avec une région comme le Périgord, qui n'est pas non plus... enfin voilà, c'est pas la France, mais déjà dans un lieu aussi, je dirais, concentré, on a beaucoup de... types de visites, vous allez voir les types de visites que je vais vous recenser là petit à petit. Je vais d'abord commencer par tout ce que j'ai pu visiter d'intéressant et que je peux vous conseiller d'aller voir. Et ensuite je vous parlerai plus de la partie gastronomique, et Dieu sait qu'il y en a de la gastronomie dans le Périgord, et si vous aimez ça, je vous recommande d'y aller fortement. Alors, on commence par la visite de Périgueux. Donc moi, quand je suis parti dans le Périgord, je suis allé, on est allé dans une location à côté de Périgueux, juste à côté de Périgueux, et du coup on en a profité, logiquement, première chose qu'on allait faire, visiter Périgueux, le centre-ville. C'est un magnifique centre-ville, très moyen, assez moyenâgeux, et notamment le monument phare là-bas, c'est la cathédrale Saint-Front. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette cathédrale ? Cette cathédrale, elle est vraiment... très 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 différente de ce qu'on connaît nous, par exemple de Notre-Dame, de la basilique de Bayeux, ou je vais prendre un autre truc, la cathédrale d'Amiens. Sur ce que j'ai précédemment cité, on voit le style gothique à son apogée. La cathédrale Saint-Front à Périgueux, c'est tout simplement un style un peu plus byzantin romain. Je m'explique, allez voir la cathédrale Sainte-Sophie, alors anciennement cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul, anciennement Constantinople, et vous verrez ce que je veux dire. Ou même le Panthéon à Rome, ça n'a rien à voir avec la religion, mais ce que je veux dire c'est que, en fait, il y a, quand je dis un style byzantin romain, c'est que c'est des églises très trapues, donc qui sont vraiment, quand je dis trapues, c'est vraiment petites mais imposantes. Et il y a les piliers, ce sont des énormes colonnes en fait. C'est pas comme dans les églises gothiques où il y a certes des grosses colonnes mais qui sont vraiment beaucoup plus fines et plus hautes. Mais là, c'est des églises beaucoup plus trapues avec des grosses colonnes et des énormes dômes. Quand je vous dis des énormes dômes, je vous fais référence au Panthéon, où le Panthéon, pour le coup, si vous êtes déjà allé à Rome, dans le Panthéon, c'est un énorme dôme. Et là, c'est la même chose dans cette église-là. C'est magnifique. Et alors là, il y a un truc qui m'a coupé le souffle. Quelque chose qui m'a coupé le souffle dans l'église, ce sont les autels. Alors les autels, ce sont des autels en bois massif. Les trucs font au moins, j'ai pas le compas dans l'œil, mais je sais pas, je dirais une dizaine de mètres de haut, et vraiment ils sont sculptés avec une précision.
ça nous a ça nous a mis bouche bée en fait, parce que c'est vraiment absolument magnifique à quel point les détails de ces hôtels, c'est tout simplement magistral. Moi on voit pas ça dans les églises gothiques. Il y a des hôtels qui sont d'un certain style, mais là c'est vraiment typique, j'ai l'impression, de ce coin-là, parce que je suis allé dans une autre cathédrale après, qui c'était Saint-Étienne de la Cité, si je ne dis pas de bêtises, à Périgueux, et là pareil c'était le même style, très trapu, des tours qui n'étaient pas en mode croisée d'ogive polygonale, mais beaucoup plus circulaires en fait, les tours, beaucoup plus circulaires, comme un peu j'aurais pas d'exemple, allez voir la cathédrale Sainte-Sophie, vous verrez sur internet. Et à son arrondi, c'est ça, en mode byzantin, je reprends un peu mes notes. Et donc c'est vraiment magnifique, c'est très différent de ce qu'on retrouve par exemple dans d'autres églises beaucoup plus classiques, comme je disais. Et franchement, c'est à voir. Voilà, c'est à voir. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant à Périgueux, à part le centre-ville et la cathédrale, c'est aussi les vestiges romains qu'on retrouve. Alors je crois que ça c'est un peu plus au nord du centre-ville. Avant ça s'appelait Vaisonne, en rapport avec une déesse romaine. Et en fait, il y a un circuit qu'on peut faire où on peut découvrir les anciennes vestiges des cités romaines qui sont venues se mélanger avec le Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, ils ont récupéré un peu tout cet héritage antique pour bâtir leur foyer. Et par curiosité, bon là c'est un petit peu le truc insolite, les marchés ce sont les mercredis et samedis matins, et il y a des halles pour trouver des produits frais. Voilà, je pose ça là, et dédicace à... Ah oui, mais ça sera plus pour la partie gastronomie. J'en parlerai à la partie gastronomie, je l'ai mis dans la partie visite, mais non, c'est plus la partie gastronomie. Bref, ça c'est Périgueux, je vous recommande d'y aller, c'est très très beau. Et franchement, il y a de quoi prendre une bonne partie de la matinée à visiter Périgueux. Ensuite, nous sommes allés faire le parc du Thau. Alors, du Thau, c'est à côté de Lascaux. C'est un parc animalier entre guillemets préhistorique. Je crois comprendre qu'en gros, c'est ils ont mis dans un parc, dans le parc animalier, ils ont mis des animaux qui caractérisaient un peu les ancêtres, les animaux ancêtres qui peuplaient la France, en tout cas l'Europe, à l'époque historique. Ce qui était assez intéressant, c'est que on est arrivé à l'heure où ils nourrissaient les loups. Oui, il y avait des loups, et du coup, on a vu les gens qui géraient le parc animalier aller nourrir les loups, et puis il y avait des petits loups. Voilà, c'était comme ça, c'était mignon. Voilà, c'était assez insolite, parce que c'est vrai qu'on voit pas des loups tous les jours, surtout en France. Mais là, c'était marrant. On a vu des petits, comment il y en a qui se battaient, il y en a qui se battaient pour la nourriture. Bref, c'était assez intéressant à voir. Et ensuite, on allait visiter Lascaux 4, la grotte de Lascaux. Alors pourquoi je dis Lascaux 4 ? Parce qu'il y a eu 1, 2, 3 avant, comme les films. Lascaux 1, en fait, je dis Lascaux 1, mais en fait, Lascaux 1, c'est la grotte originale, c'est la fameuse grotte de Lascaux. Mais celle-ci en fait a été fermée au public parce que par rapport aux travaux et à la fréquentation humaine dans la grotte, ça a créé il y a eu l'apparition de champignons, de maladies qui ont commencé à enlever les peintures, et donc en fait ils ont fermé la grotte pour le préserver. Lascaux 2, ça a été la reconstitution. Si vous demandez à vos parents, parce que moi je sais que mon père l'a visité, Lascaux 2, c'est une reconstitution assez petite de la grotte de Lascaux. Demandez à vos parents, si vous avez mon âge, s'ils ont visité Lascaux, ils vont dire que c'est Lascaux 2. Lascaux 3, c'est pareil, c'est une reconstitution mais qui a été envoyée dans le monde entier. Et Lascaux 4, donc ce que j'ai visité, c'est une reconstitution mais encore plus étendue, qui montre encore plus d'aspects de la grotte en elle-même. Alors on peut se dire que c'est une reconstitution, ça représente pas la réalité, ça va être un petit peu... ça va manquer un peu de saveur. Et ben sachez que pas du tout, bien au contraire, c'était une très belle visite, très intéressante. Personnellement, je suis pas fan de la préhistoire, c'est pas une période historique qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est homme de Cro-Magnon, néolithique, paléolithique, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pour autant, j'ai été subjugué, j'étais vraiment très intéressé de juste comment ils ont fait les peintures,
comment ils y sont pris, pourquoi ils se sont fait chier à aller dans une grotte et à peindre des trucs, alors qu'en fait, c'était dans l'humidité, c'était dans le noir. Enfin, les mecs, ils avaient déjà fait des bougies, ils savaient déjà savoir comment faire des bougies, donc c'était vraiment très intéressant. Puis surtout, ce qui était bien, c'est qu'on avait les guides ont été vraiment très intéressants. Enfin, le guide qu'on a eu était vraiment très intéressant. Il nous forçait forcer, c'est un grand mot, mais en gros, il nous incitait fortement à imaginer, parce que du coup, il y a des marques, des peintures, on n'arrive pas à deviner en fait ce qui a voulu être dit, et du coup, il nous dit, essaye d'imaginer, voilà, ce qui peut être dit, le message qui peut être passé. Et franchement, ouais, c'est bien ça de stimuler l'imagination, l'imaginaire des gens. Surtout, voilà, je trouvais ça très intéressant. Et en fait, comment ils l'ont découvert, la grotte de Lascaux, c'est en 1940, où en fait, il y a une tempête qui se passe dans le coin, et la tempête dans la forêt déchire un arbre. Un seul de la forêt. Pourquoi je mets l'accent sur ça ? Important. Et en fait, cet arrachement d'arbre crée un mini trou. Et un jour, il y a des gens qui vont se balader avec un chien, et il y a le chien qui gratte un peu le petit trou, et là il tombe dans le trou. Du coup, les mecs, ils sont emmerdés, ils vont se dire, faut aller sortir le clébard, quoi. Ils creusent un peu plus pour rentrer dans le trou, et là, ils tombent sur quoi ? La grotte de Lascaux. Imaginez, vous êtes en train de marcher, il y a votre chien, il est tombé là, vous faites putain, mais il fait chier là, le cabot, tout ça, et t'arrives, et là tu allumes la lampe dans la grotte, et là tu vois quoi ? Des peintures qui datent de plus de 50 000 ans. Tu dois être sur le cul, ça doit être impressionnant. Bref, voilà pour Lascaux, je vous recommande fortement d'y aller, c'est très très beau, puis même un peu le centre-ville c'est Montignac-Lascaux, je vous recommande aussi d'y aller. Je suis passé en voiture, mais ça restait très sympathique à faire. C'est vraiment pas mal, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, on allait faire la grotte du Grand Roc dans les Hésiers, désolé si j'ai, ou les Hésies, je sais pas, j'arrive pas à savoir la prononciation. Donc là, c'est dans la vallée de la Vézère, et là, on rentre vraiment dans le cœur préhistorique du Périgord, donc c'est dans le Périgord noir, comme Lascaux au passage. Qu'est-ce que c'est que cette grotte ? C'est une grotte remplie de stalactites et stalagmites. Bon, personnellement, je peux pas vous expliquer grand chose sur les stalagmites et stalactites parce que j'ai pas écouté la guide. Je l'ai pas écouté parce que j'étais concentré à prendre des photos absolument de tout, parce que c'était magnifique. Et avec mon appareil photo, j'ai pas forcément... il n'est pas forcément fait pour prendre des photos dans la pénombre, dans des endroits trop sombres. Donc j'étais concentré vraiment à prendre des très belles photos, donc j'ai très peu écouté ce qu'elle a dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment magnifique. C'est que c'est bien en période de canicule, parce que comme ça on est au frais, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on peut laisser son imagination aussi là-dedans parler par certaines formes. Et notamment, ils se sont amusés, ceux qui ont découvert la grotte aussi, à certaines formations de stalactites et stalagmites. Il y en a une qui donnait notamment la Vierge à l'enfant, donc la Vierge Marie et l'enfant, donc Jésus, où il y avait aussi une stalactite et une stalagmite, en fait, qui étaient tellement proches qu'ils ont appelé Roméo et Juliette, parce que en gros, ils étaient tellement proches qu'ils allaient se réunir pour être heureux, vivre ensemble. Voilà, c'est un peu la romance, mais en fait, ils ont dit que pour que la stalactite et la stalagmite soient réunies, je crois qu'il faut combien ? Je crois qu'ils ont dit il faut encore quelques millions d'années. Bref, ils sont pas prêts de se rejoindre. Donc voilà pour la grotte du Grand Roc, c'est absolument magnifique. Si je peux, j'essaierai de partager des photos parce que ça vaut vraiment le détour. Et juste à côté, en fait, il y avait un abri préhistorique de Laugerie Basse. C'est là, en fait, c'est un abri où il y a eu la présence d'hommes préhistoriques. Voilà. Alors, il y en a partout dans le Périgord, enfin en Dordogne et dans la vallée de la Vézère. Mais en fait, là, c'est là en fait où est apparu le terme Cro-Magnon, le homme de Cro-Magnon. Que veut dire homme de Cro-Magnon ? Voilà, vous allez savoir que veut dire homme de Cro-Magnon. Et ben, Cro-Magnon, c'est deux mots, donc Cro et Magnon. Jusque-là, pas de souci. Cro, en fait, en occitan, ça veut dire creux. Et Magnon, en fait, c'est le nom de la famille à qui appartenait le terrain où a été découvert l'abri préhistorique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils avaient un terrain, ils emmerdaient personne, et ils sont devenus mondialement connus parce qu'il y a des mecs qui ont décidé de donner homme de Cro-Magnon, voilà, grâce à la découverte d'un abri où il y avait des hommes préhistoriques, leurs ancêtres, apparemment. Donc pareil, c'est dans le Périgord noir. Je vous recommande d'y aller. Ça reste important. Ça reste bien d'y aller, de
de voir un peu. C'était assez... on voit beaucoup les hommes de Cro-Magnon, c'est ça que j'ai beaucoup retenu dans ces différentes visites, que ce soit à Lascaux ou dans l'abri de Laugerie Basse, c'est que on voyait beaucoup les hommes préhistoriques comme des gens qui vivaient dans les grottes, très froids, recroquevillés sur eux, très trapus. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, vous allumez un feu dans une grotte, vous étouffez, vous mourrez en fait. Et en fait, généralement, c'était plus des abris dans des renfoncements rocheux plutôt que des grottes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs étaient plus grands que nous en fait. Ils faisaient 1m80, enfin ils faisaient le minimum c'était 1m90 et ça montait jusqu'à 2m, 2m10. Donc vous imaginez bien que en fait ils n'étaient pas trapus, recroquevillés dans la grotte. Justement, ils étaient beaucoup plus grands parce qu'ils faisaient beaucoup plus de kilomètres, ils allaient chasser, ils avaient besoin en fait de la condition physique pour bouger en fait. Et donc ça c'est pour cette histoire-là. D'ailleurs, il disait les hommes, ouais, c'est 1m90, 2m10. Et les femmes, il me semble que c'est... Ouais, je crois que au minimum c'était 1m80, un truc comme ça. Donc en fait, c'est le poids moyen, enfin c'est la taille moyenne d'un homme aujourd'hui, 1m80. Et ouais, donc on a rapetissé, voilà, on a rapetissé. Donc voilà pour l'abri de Laugerie Basse, je vous recommande d'y aller, c'est juste à côté de la grotte du Grand, vraiment vous faites 100 mètres et vous y êtes, donc c'est vraiment magnifique. Voilà pour cette partie-là. On passe au canoë. Alors oui, j'ai fait du canoë, c'est la première fois que j'en faisais du canoë d'ailleurs, c'était magnifique, c'était très bien. C'était le circuit des 3 châteaux en fait. Donc en fait ce qui s'est passé, en fait c'était le circuit, on partait de la Roque-Gajac et on traversait la Dordogne et on avait 3 châteaux qu'on voyait en passant sur la Dordogne. Donc c'était le château de la Malarterie, le château de Castelnau-la-Chapelle et le château de Bénac. Alors autant vous dire que c'était magnifique. Voir les châteaux surplombés, la Dordogne avec les villes et villages qui sont aux abords. Et en plus, voilà, on était sur la Dordogne, c'était quand même, il faisait frais, même si, en fait il faisait chaud, mais avec la rivière, ça rajoutait de la fraîcheur. On était vraiment bien, on pouvait à tout moment s'arrêter sur le bord de la Dordogne, où c'était un peu caillouteux pour juste manger un petit coup, ou juste se poser, petite pause avant de repartir. C'était vraiment très très bien, je vous recommande de le faire, c'est vraiment incontournable, vous allez voir des magnifiques paysages, et puis le canoë c'est très bien aussi, au passage j'avais jamais essayé, c'est vraiment très très bien, je bois un petit coup. Donc franchement il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, nous sommes allés visiter Sarlat. Voilà, Sarlat qui est toujours dans le Périgord noir. Alors il faut savoir que vraiment, les 3/4 des activités touristiques se font dans le Périgord noir, malheureusement. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose dans les autres Périgords. Allez, je noircis un peu le tableau, mais le Périgord pourpre, il y a quand même des choses à faire. Alors notamment, vous avez Sarlat, donc la fameuse ville de Sarlat. Je ne connaissais pas du tout, pour être honnête. Mais apparemment, c'est une ville très, très connue, très à visiter, c'est un peu le must du Périgord. Donc en fait c'est la ville médiévale un peu par excellence, et je dois être très honnête avec vous, c'est magnifique, très pittoresque, vraiment très caractéristique moyenâgeuse, vraiment magnifique. La cathédrale, il y avait une cathédrale au milieu qui était désacralisée et en fait qui a été convertie en marché, un peu des halles. Donc là on retrouvait des produits locaux, c'était plutôt bien à voir. Pareil, la place magnifique, les ruelles qui étaient étroites, même des fois elles étaient couvertes par des maisons qui s'entrechoquaient avec des toutes petites cours en fait, très très isolées et en même temps au calme et au frais, où il y avait des restaurants. C'était assez beau à voir, et les maisons, avec la plupart en fait elles avaient des tours médiévales. Alors des fois les tours partaient du sol, et des fois c'est ce qu'on appelle des échauguettes, c'est des tours qui partent du milieu de la maison, je parle en hauteur. Des fois la plupart des tours partent du sol, et des fois partent au milieu du mur,
Et ça, on appelle ça des échauguettes. Et des fois, il y avait ça, et c'était assez... c'était beau à voir, c'était très très, très beau. Voilà. Je peux pas trop non plus vous donner de détails en tant que tel, parce que c'est à faire. C'est vraiment... c'est toute une ambiance à voir, et juste à profiter à s'immiscer, je pourrais dire. Donc je vous recommande, dans tous les cas, si vous voulez vraiment voir une ville très moyenâgeuse, pittoresque, Sarlat, c'est l'incontournable. Je pense que tout le monde vous le dit, je suis pas le seul à le dire. Ensuite, on a Bergerac. Voilà, je suis allé faire un tour à Bergerac, donc qui est cette fois dans le Périgord pourpre. Donc c'est un peu équivalent à Sarlat au final, mais beaucoup moins médiéval. Vraiment, c'est beaucoup moins pittoresque, mais ça reste quand même très beau. On retrouve forcément la fameuse statue de Cyrano de Bergerac. On la retrouve, elle est là. Et aussi, il y a un temple protestant. Alors, j'ai été étonné comme vous. Enfin, je suppose, comme vous. Mais je savais pas. Mais le Périgord a été quand même un endroit fortement marqué par les guerres de religion. Et ça, tiens, j'en parlerai juste au point d'après. Et vraiment, un temple protestant, c'est la première fois que j'en voyais une église ou un temple protestant. J'aurais bien aimé y aller pour voir par curiosité ce que c'est, parce qu'en fait, on voit que des églises catholiques, enfin des bâtiments catholiques qui peuvent être visités, mais je n'ai jamais visité d'église protestante. Donc ouais, j'avais envie de voir par curiosité. Bref, chose à noter. Mais sinon, Bergerac reste quand même une bonne ouais, c'est une belle ville quand même, surtout le centre-ville. Après, l'extérieur, ça commence, on revient à quelque chose de beaucoup plus moderne, voilà, on pourrait dire. Et ensuite, nous sommes allés voir Montbazillac, alors surtout le château de Montbazillac. Donc là, ça doit vous dire quelque chose. Montbazillac, c'est le vin, on en parlera juste après avec la gastronomie. Je vous le promets, je ne vous oublie pas. Si je vous parle du château en tant que tel, il est magnifique le château, je vous recommande d'aller le visiter. Ça mélange un peu le style Renaissance avec le côté château du Moyen-Âge, parce qu'en fait on retrouve des douves, on retrouve des meurtrières, des machicoulis, enfin des trucs, des parties de défense qu'on retrouve dans le Moyen-Âge, donc de défense, mais pour autant c'était un château où on y habitait comme à la Renaissance, comme Chambord ou Chenonceau, pardon. Et ouais, je trouve ça assez insolite, et en même temps je trouve que ça donnait quand même de la gueule au château. Et en fait il y avait une exposition sur la famille, voilà, en fait qu'est-ce que racontait le château. Ça racontait en fait la famille, enfin déjà quand est-ce qu'elle a été fabriquée. D'ailleurs je crois que c'est justement c'est au moment de la Renaissance, et l'exposition parlait des guerres de religion et de la famille qui en fait fut déchirée par les guerres de religion et la Révolution française. Et en fait, je savais pas du tout, mais le Périgord a été fortement marqué par les guerres de religion, et en particulier Périgueux et même Montbazillac, ça a été un gros, enfin même dans le Périgord au coin, un gros bastion protestant. Vraiment, il y a eu des incendies partout, à Bergerac, des incendies d'églises catholiques, des massacres de protestants, des massacres en fait des deux religions des deux côtés. Et dans la famille où il y avait à Montbazillac, la famille seigneuriale, on pourrait dire, et les gens étaient tiraillés entre le catholicisme ou le protestantisme. Ils prêchaient le protestantisme en clandestinement. Il y avait des refuges pour les protestants, il y a des châteaux le château, je crois, qui a servi de refuge pour les protestants, des gens qui ont été des gens du Périgord. Je crois que un des martyrs les plus connus dans le protestantisme, justement, il vient du Périgord, de Périgueux. Alors je sais pas si c'est de Périgueux, mais en tout cas il vient de ce coin-là. Ouais, c'est assez impressionnant. Je me rendais absolument pas du tout compte que cette région a été déchirée autant par les guerres de religion. Et vous pourrez aller voir, c'est absolument intéressant. Vous pourrez revisiter des moments historiques qui ont été marquants, notamment on parle de l'édit de Nantes, signé par Henri IV, pour marquer un peu la fin de la guerre de religion, entre les catholiques et protestants. Donc oui, je vous recommande d'y aller. Après,
Voilà, je m'attendais peut-être à un petit peu qui montre un peu plus de déco, je pourrais dire, mais c'est plus une histoire, ouais, vite fait l'histoire du château en rapport avec le vin et la famille et les guerres de religion. Bon, au final, ça représente le château. Bon, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont fait un énorme accent sur les guerres de religion. Bon, ce qui était pas plus mal, mais c'est vrai qu'il y en a qui avaient un petit peu du mal à. Il y en a, des fois, je voyais pas trop le rapport quoi, avec le château en tant que tel. Bref, ça c'est pour mon Basillac. Après, je suis allé évidemment. Ça, on en parlera dans la partie gastronomie, mais on est allé. À la fin, on avait le droit à un verre de mon Basillac. Donc, vous inquiétez pas, j'ai retenu direct où est-ce qu'il fallait aller. Oh là là. Non, je suis pas un alcoolique, pas du tout. Pas du tout. Alors, ensuite, dernier point, c'est des visites que j'ai fait hors de la Dordogne. Je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment pas très loin. On a notamment le gouffre de Padirac, qui est dans le Lot, avec Rocamadour. Donc je vais commencer par le gouffre de Padirac. Alors c'est une merveille géologique incroyable, je vous le dis, c'est magnifique. C'est alors un gouffre, donc il y a un énorme trou à un moment. On y descend soit en escalier, soit en ascenseur. Nous on a pris les escaliers parce qu'en fait on est des bonhommes en fait. Non, en vrai il y avait trop de monde à la queue pour l'ascenseur. Bon, pour descendre ça a été facile, remonter ça a été un petit peu plus difficile. Mais c'est magnifique. En fait, on arrive donc au fond quand on descend l'escalier, on arrive au fond du trou avec, on voit les gouttelettes on voit l'eau qui goutte des roches qui sont en fait au-dessus de nous. C'est absolument magnifique. Ça donne toute une ambiance avec la verdure en plus. Et après, on continue de descendre et on arrive vraiment dans une rivière qui a creusé petit à petit le canyon. Et il y a un moment, une partie de la visite qui se fait dans une barque que quelqu'un rame pour nous en fait, et on fait une partie du chemin, peut-être 500 mètres en barque. On a demandé les mecs combien ils faisaient par an, parce qu'ils font 500. Donc imaginez, ils font 500 mètres de barque, aller, retour, tout ça, ils font ça toute la journée. Déjà en plus dans le noir, donc bon, psychologiquement ça doit avoir quand même un incidence sur la santé humaine, mais ils ont dit qu'ils faisaient 20 km, ouais, ils faisaient 20 km par jour quand ils rament comme ça. C'est les mecs ils font un semi par jour, voilà. Ils ont pas le temps, ils doivent être hyper stock du haut du corps, ça c'est sûr. Mais bref, je m'égare, mais on leur a posé la question, c'était assez marrant à entendre. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on a débarqué, on visite encore une grosse partie de la grotte, et là, je vous le dis, c'est encore une fois, c'est magnifique, avec les lumières qui éclairent, les formations géologiques. J'aimerais bien vous en raconter plus, mais c'est tellement dur à décrire, et faut le faire. Je vous le dis, faut le faire, c'est magnifique, et aussi on est au frais, donc en temps de canicule, c'est parfait. Et après, on allait visiter Rocamadour. Alors, je vous avoue, au début, on est arrivé à Rocamadour, j'ai vu que c'était un truc un peu d'attrape-touriste. Il y a un parking en fait à l'extérieur de la ville, un peu comme à Etretat. Et au début, je me suis dit, mais putain, c'est quoi cette. On m'a dit que c'était magnifique comme ville, et enfin là, je vois que c'est. Enfin, comme village, et là, c'est un truc un peu genre d'attrape-touriste. Et là, on arrive sur un belvédère, et là, je vois que j'ai dit une connerie, parce que vraiment, c'est magnifique, hein. Franchement, je dois le dire, il y a quand même énormément. Ouais, franchement, c'est magnifique. Franchement, en fait, le vrai village, c'est. À flanc de montagne, en fait c'est à flanc de falaise, et donc du coup après on descend, en fait le début de la ville c'est en fait ils ont fait en gros il y a la ville en tant que telle, la vieille ville on pourrait dire, et certainement avec les années il y a eu une extension, mais là c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus moderne quoi, des constructions modernes, et en fait on arrive par une porte et on descend il y a une grande descente qui mène jusqu'à Rocamadour, dans le centre moyenâgeux on pourrait dire. Et Rocamadour c'est vraiment connu c'est connu aussi pour un pèlerinage qu'on peut faire là-bas. La cité vraiment c'est un bastion médiéval avec une chapelle catholique, d'un point religieusement parlant. Rocamadour c'est un endroit assez important pour les catholiques, il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par là, je pense notamment à Philippe le Bel, à Saint-Louis. Je n'ai plus d'autres noms en tête, mais je me souviens encore du panneau, mais je me souviens plus des autres. Mais notamment
Ces rois-là sont passés par là. Il y a une chapelle de la Vierge Noire. Alors la Vierge Noire, je crois que c'est parce qu'en fait c'est la roche qui a servi à sculpter la Vierge Noire qu'on peut voir dans une chapelle. Et vraiment tout est beau, tout est en pierre, bien sculpté, bien taillé, avec comme les hôtels qu'il y avait dans la cathédrale de Périgueux, la cathédrale Saint-Front. Là, c'est plutôt dans la pierre, tout est bien. Ouais, tout est sculpté dans la roche, on retrouve bien le style gothique. Il y avait en fait une tour de la chapelle ou de l'église qui était en fait en zinc, et en fait, ça a été fabriqué en zinc d'une manière qui est juste, qui est hyper difficile à faire. Pour en avoir parlé avec un professionnel, c'était vraiment une très belle prouesse d'avoir fait cette tour. Alors je pense que c'est le clocher, mais je me souviens plus, et c'était absolument magnifique en zinc. C'était fait ça a été détaillé d'une manière qui est tout simplement phénoménale. Je vous recommande d'aller à Rocamadour, même que vous soyez religieux ou pas, d'ailleurs au passage, que vous soyez croyant ou pas, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est très très beau à voir. Ça vaut vraiment le détour, et en plus c'est une armée on pourrait dire, de jeunes catholiques qui s'occupent en fait alors je sais pas si c'est eux vraiment entièrement qui s'occupent de ça, mais qui s'occupent de faire l'accueil, de faire les visites, de comprendre un peu, et franchement c'était très 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 beau à voir. C'est magnifique. Franchement, après il y a une vue dégagée, bref, franchement je vous recommande d'y aller, c'est à couper le souffle. Voilà, Rocamadour. Franchement, c'est un peu la destination que j'ai un peu sous-cotée, et au final, c'est magnifique. Alors voilà pour la partie visite, et je vais passer sans plus tarder à la partie gastronomie. Je vais pas vous le cacher, il y a quand même beaucoup de choses au niveau gastronomie dans le Périgord que j'ai pas pu tout tester, mais je vais vous donner les principaux, comme ça vous allez être servis. On va commencer par ce qui est certainement le plus connu. Je dis certainement, hein, attention, chacun après fait son classement, mais selon moi, c'est le canard. Le canard ou l'oie. Avec le canard, c'est pas compliqué là-bas, ils font absolument n'importe quoi. Non, ils font pas n'importe quoi, mais ils font tout ce qui est à base de canard, donc le magret de canard, le confit de canard, et avec les pommes de terre sarladaises. Donc là, en fait, pour faire les patates sarladaises, oui, je dis les patates, c'est pas de ma faute, c'est mon côté picard qui ressort. Donc en fait, c'est tout simplement des patates avec de la graisse d'oie ou de canard. Ou des fois, on peut utiliser tout simplement le canard et retirer la graisse pour venir cuisiner, faire entre guillemets, des pommes de terre sarladaises. Donc c'est vraiment le classique, on pourrait dire. Je sais qu'il y a un soir où on a mangé justement, moi j'ai pris du confit de canard, avec pommes de terre sarladaises. Et bon Dieu, si vous êtes en diète, ne faites pas ça. Grosse erreur. Ou alors ou jeûnez toute la journée, et après vous pouvez manger des patates sarladaises, parce que c'est gras mais comme pas possible. C'est normal, c'est de la graisse d'oie ou de canard. Vous rajoutez ça, c'est rajouté avec du persil et de l'ail. Et là c'est un combo absolument magnifique. Qui se digère très bien, forcément, vu qu'il y a de la graisse, ça passe tout seul. Alors la différence entre le magret et le confit, en fait, de ce que j'ai compris, je suis pas un expert cuisinier, mais en gros le magret c'est la viande seule de canard, et le confit, là c'est plus, moi je sais que le confit, ce qu'on avait, c'était une cuisse de canard, donc c'est la seule différence que j'ai pu voir. Après, je pense que dans la cuisson c'est différent, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu voir là-dessus. Mais franchement, c'est très très bon. Je vous recommande. Et aussi tout ce qui est à base de rillettes aussi. Le rillette, là j'ai ramené des rillettes. Attendez, je suis en train de regarder la boîte là, je l'ai juste en face de moi. Rillettes pur canard là, rillettes de pur canard. Ouais, bon bref, des rillettes de canard. Magnifique. Pareil, ça j'ai goûté, c'était super bon. Trop bien. Voilà, même le foie gras, c'est trop bon. Voilà, je vous recommande, si vous partez dans le Périgord l'été, prenez un foie gras, réservez-vous-le pour Noël. Je vous garantis, vous n'allez pas être déçus. Voilà, même si ça vaut son prix, je suis d'accord. D'ailleurs, au passage, je vous recommande, si vous êtes dans le coin de Périgueux, je vous recommande la ferme auberge. La ferme auberge, alors je crois que c'est ça, ouais, ou l'auberge maison, la ferme auberge, quelque chose comme ça. C'est une ferme qui cultive localement, enfin qui fabrique localement ses foie gras, tout ce qui est à base de canard. Ça a été, c'est apparemment chaleureusement recommandé dans le coin, et on y allait, et c'est ça justement, les rillettes de canard, le foie gras qu'on a goûté.
franchement, je vous le dis, les yeux fermés, allez-y, vous serez pas déçus. Et ils prévoient même un restaurant. Ils ont même là où ils produisent leur foie gras, ils ont un restaurant. Vous pouvez réserver et vous allez manger le soir et vous allez avoir justement les recettes à base de canard. On n'a pas pu y manger, mais déjà quand je vois le goût que ça a, à quel point c'est bon, ce qu'il y a dans leur conserve de rillettes et de foie gras et autres, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Déjà ça c'est excellent. Alors imaginez quand c'est fait maison. Je m'en mords les doigts de ne pas avoir été mangé là-bas. Bref, c'est excellent, vous l'aurez compris. Si vous aimez le canard, bien sûr. Après, il y a les truffes. Bon, je vous avoue, ça coûte suffisamment cher. Je vais pas manger des trucs à base de truffes. La noix aussi, apparemment, c'est quelque chose. Je savais pas que c'était connu dans le Périgord, la noix. Notamment, ils font des tomes de vache ou de chèvre à base de noix. Et justement, on vient directement sur le fromage. Et là, bon Dieu, le fromage là-bas, je m'y attendais pas. Donc le fromage, ils font beaucoup de chèvre, notamment le Québécois. C'est très connu là-bas, Québécois, fromage de chèvre. Moi, je suis un peu moins fan de fromage de chèvre. C'est pas... Voilà, j'apprécie un peu moins. Par contre, ils font beaucoup de tomes. Bref. Choisissez votre langage. De la tome de vache et de chèvre. Et notamment celle qui... Vraiment, c'était masterclass. C'était de la tome de vache croquant affiné aux noix. Alors là, oh punaise, ça a été une surprise. C'était super bon. Vous avez le goût de la tome. Je dirais pas comme de la tome de Savoie, mais de la tome. Et là, vous avez un arrière-goût de noix. C'est vraiment, je m'y attendais pas du tout. C'est un peu comme le Mac-vin dans le Jura. C'est que le Mac-vin, c'est très sucré et ça a un arrière-goût de noix comme... Enfin, je dis le Mac-vin, mais c'est... oui, le Mac-vin, oui, c'est un vin du Jura. Ou le vin de paille et le vin jaune. Vous goûtez ça avec très sucré, avec un arrière-goût de noix. C'est spécial, mais moi j'adore. C'est trop bon. Donc là, vous retrouvez un peu la même chose en termes de fromage, mais avec des noix. C'est super bon. Vous avez aussi de la tome de chèvre, les tomes de chèvre, qui étaient bons aussi. Je sais qu'il y en avait à l'ail des ours. C'était assez bon aussi, j'ai bien aimé. Et vous avez aussi un que je connaissais pas, c'était le gris du Périgord. Alors pour vous donner une idée, le gris du Périgord, pour moi c'est un reblochon, mais au niveau du Périgord. Ça a beaucoup moins de goût qu'un reblochon, mais c'est la même tête. Et c'est bon aussi. Je trouve que c'est un très bon... Si pour les gens qui aiment pas les fromages forts, c'est une excellente alternative. Voilà, je vous recommande le gris du Périgord. Prenez bien sûr au lait cru toujours, sauf pour les enfants. Enfin pour les bébés surtout. Prenez du lait cru important. Voilà, ce que je pouvais dire pour les fromages, je les ai pas tous cités, il y en a pas non plus énormément, on va pas non plus en faire tout un pataquès. Mais ça, c'est pour la partie fromage. Et on passe au vin. Et là, le vin, ça va être une autre histoire parce que c'est vraiment incroyable. Donc les vins, vous avez compris que c'est le Périgord pourpre où il y a essentiellement beaucoup de vins là-bas. Il y a aussi du côté du Périgord noir, il me semble, ou blanc, je sais plus, bref. Donc vous avez le premier qu'on a goûté, c'est le Pécharmant. Oui, c'est un nom un petit peu... c'est un petit peu... voilà, le nom peut faire rire, mais c'est le Pécharmant, voilà. C'est un rouge, c'est absolument succulent, très très bon. Je vous recommande en particulier... Parmi les... Donc en fait c'est l'appellation, hein. L'AOC Pécharmant, c'est l'appellation du vin. Et en fait c'est le domaine du Haut Pécharmant que j'ai goûté comme vin, donc le domaine du Haut Pécharmant. Donc comme je vous dis par exemple, il y a plusieurs... j'essaie de trouver un qui me vient à l'esprit comme pour vous faire une différence. Vous avez par exemple des Saint-Émilion, mais les Saint-Émilion, il y a plusieurs domaines qui font du Saint-Émilion, ou du Muscat, ou du Givurz par exemple. Du Givurz, il y a plusieurs domaines qui font du Givurz. Bah là c'est la même chose. Vous avez le Pécharmant, donc Givurz, et le domaine du Haut Pécharmant, c'est le nom d'un domaine qui fait du Pécharmant. Et je l'ai goûté, c'est super bon. La cuvée Prestige 2020 ou 2021, excellent. Même le normal, pas forcément cuvée Prestige, il est plus fort en bouche, il attaque beaucoup plus. Par contre la cuvée Prestige, il a eu le temps de s'adoucir un peu et il est vraiment très très bon. N'oubliez pas les rouges avec de la viande. Pas que, mais en tout cas, et du fromage aussi. Au fromage, le Pécharmant, vous prenez un Pécharmant au fromage, excellent. Le domaine du Haut Pécharmant, je vous recommande vraiment. Et pour avoir discuté avec
avec les gens là-bas, ils sont très sympathiques et ils nous ont un peu expliqué, ils nous ont expliqué pas mal de choses, notamment ce que je vous expliquerai à la fin pour les vins du Périgord. Donc je vous recommande le Pêche Charmant. Alors bien sûr, le vin phare du Périgord, c'est le Monbazillac, bien sûr, un blanc, très sucré, très assez sucré, qui est fait à Monbazillac. J'aime bien les blancs, c'est très bon, très sucré. Enfin, je pense que je vais pas vous faire une description précise du Monbazillac parce que je pense que tout le monde connaît. Moi, j'ai pris le domaine La Sabatière. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai pris. J'en ai pris un autre, mais je m'en souviens plus. C'est bon, mais c'est un vin qui se garde. Plus on le garde, plus il sera bon en fait. C'est assez. Alors, je vais rentrer en contradiction avec ce que j'ai dit. C'est comme les Bordeaux en fait. C'est vraiment, faut les garder longtemps pour que c'est des vins de garde. Faut les garder longtemps pour qu'on commence vraiment à dénicher la saveur. Soit vous en achetez un très jeune et vous le gardez longtemps, soit vous en achetez un directement vieilli, mais du coup il sera plus cher. Excellent. Voilà, le Monbazillac c'est très très bon, très sucré. Voilà, c'est un must, un incontournable. C'est celui qui met tout le monde d'accord. Je pense que voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Et après là, j'ai goûté d'autres. Alors c'est des AOC Bergerac. Pareil, il y a des vins qui s'appellent des Bergerac. Nous on a goûté un blanc sec. Pareil, c'est très bon. Les blancs secs, je suis un petit peu moins fan, mais ça reste sympa. Bon, pour vous faire un tableau, ce que j'aime le plus, c'est les vins rouges. Les vins rouges, j'adore ça, j'aime bien. Après, c'est les blancs et les blancs secs. Les vins cuits, j'aime bien aussi. Bon, en fait, c'est vraiment ceux que je préfère le plus parmi tous, c'est le rouge. Après, tout le reste, je mets au même niveau. Par contre, je suis pas fan de rosé. Que je remplace généralement par un blanc sec. Je trouve que ça... Voilà. Je suis pas fan de rosé, donc je prends plutôt un blanc sec. Bref, ça, ce sont mes goûts. Et enfin, pour finir, ça, j'y ai pas goûté, mais j'avais vraiment envie, c'est les vins de Dôme. Donc là, qui sont plutôt qui sont hors du Périgord pourpre, il me semble, je sais plus. Je me souviens plus, il faudrait que je regarde sur une carte. Et en fait, j'avais envie de goûter, parce que c'était un peu excentré, et aussi c'est le vignoble le plus petit de France. Et parce que en fait, ça a été décimé par une maladie, puis ils ont récemment réimplanté des pieds de vigne. Donc je crois qu'il n'y a que 7 producteurs, un truc comme ça, donc c'est vraiment tout petit et j'aurais bien aimé goûter. Bon, ça sera l'occasion de découvrir ça. Et donc pour finir, ce qui est très important, j'ai discuté ça quand je suis allé au domaine du Haut-Pêche Charmant, donc pour goûter le Pêche Charmant, c'est que en fait la dame nous a dit que ces vins-là, c'est pas des Bordeaux, c'est des Bergeracois, voilà, des vins du Périgord, de Bergerac. Et en fait, on fait beaucoup l'amalgame entre les Bordeaux et ces vins-là du Périgord, donc le Monbazillac, les Bergerac, les Pêche Charmant. C'est parce qu'en fait, avant, enfin, c'est toujours le cas, mais en fait, le Périgord est traversé par la Dordogne, et en fait, généralement, ils amenaient le vin de ce coin-là, donc du Périgord pourpre, vers Bordeaux, donc ils remontaient la Dordogne. Donc, et après, ils l'exportaient. Et du coup, un petit peu par... je dirais assimilation, un peu comme... j'ai oublié le mot, mais par assimilation un peu douteuse, quoi, assez rapide, on a considéré que ces vins-là faisaient partie des Bordeaux. Sauf que pas du tout, maintenant ils ont vraiment une dénomination bien à eux, qui sont les Bergeracois, les vins de Bergerac. Voilà, tout simplement. Donc je vous recommande de goûter à ces vins-là, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Ça change un petit peu, c'est un mix entre... c'est pas aussi fort que les vins du Sud, comme un Fitou ou un Côte de Roussillon, un Totavel, mais c'est pas non plus aussi léger que des vins de Loire, des vins de la Loire, où je suis un peu moins fan de Bordeaux, je connais un peu moins les Bordeaux, donc voilà, en fait c'est un style unique, de toute façon comme tous les vins et comme tous les fromages, hein, je dois bien vous l'avouer, c'est la conclusion que je me suis dit à la fin, mais voilà un petit peu pour vous présenter un petit peu tout ça. Il y a encore plein de choses à visiter dans le Périgord. Je vous ai dit, il y avait les jardins de Marquessac, hein, quelque chose comme ça. Il y avait encore plein de gouffres à faire, des grottes, absolument plein de choses. Mais en 2 semaines, voilà. C'est aussi des vacances. Je suis aussi là pour me reposer quand même un petit peu. Et franchement, ouais, c'était une très bonne expérience. Je vous recommande d'aller en Dordogne, d'aller dans le Périgord même tout court. C'est une très belle région. C'est pas la région qui va vous dépayser le plus, ou en mode il y a des grosses montagnes quand vous allez comme si vous alliez dans les Alpes ou
ou dans les Pyrénées, dans les hautes altitudes. Mais je sais pas, je trouve que en fait, c'est un charme qui facilement, on peut facilement être dépaysé en fait. Vous voyez qu'en fait, à quel point je vous disais que c'était une diversité culturelle, c'est que je vous ai mis autant à parler de vin, de terroirs viticoles, que de châteaux, guerres de religion, époque de l'Antiquité avec des vestiges romaines, et époque préhistorique des hommes de Cro-Magnon. Et en fait, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, ça délivre une diversité culturelle dans une région, enfin dans un endroit aussi concentré que le Périgord. Ouais, je trouvais ça assez impressionnant, voilà. Sans pour autant être dépaysé par les paysages, il reste quand même très très beau, ça je vous le dis très clairement, surtout le Périgord noir. Même le Périgord pourpre, il a quand même son charme. Mais voilà, après vous n'allez pas voir des sommets à 2400 mètres de haut, voilà, pour être honnête. Mais je vous recommande d'y aller. Franchement, on a de quoi faire. On s'ennuie pas du tout. Si vous avez l'âme un peu de bouger tout le temps, partout, vous avez largement de quoi faire et c'est très bien desservi d'un point de vue touristique et même d'un point de vue... quand je dis touristique, c'est pas forcément... on est inondé par les touristes, alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Enfin, pas mal de monde. Il y avait... en fait, au final, il n'y avait pas tant de monde que ça avec les JO, mais voilà, je veux dire que en fait, ils ont prévu les structures touristiques sont, en tout cas, les musées, les parcs, les attractions, tout ça, c'est prévu qu'il y ait beaucoup d'affluence, et donc du coup, c'est très très bien organisé. Voilà, donc c'est un bon point là-dessus, et je recommande fortement que vous alliez visiter cette région si jamais un jour vous ne savez pas par où partir. C'est pas très loin en plus, c'est pas non plus le sud où on se tape 10-12 heures de route. C'est le sud, hein, mais enfin le sud. Toute proportion gardée hein, avec les gens qui viennent du sud. Mais en tout cas, voilà, c'est en dessous de Limoges, c'est pas très loin de Bordeaux. Non, franchement, c'est bien desservi le Périgord. C'est bien desservi, c'est très diversifié. Culturellement, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Donc, c'est tout pour le Périgord. C'est déjà plutôt pas mal. On n'est pas très loin des 1 heure. Je pensais pas que j'allais tenir autant en parlant de tout ça. Écoutez, on va se laisser pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify. Partagez-le aussi si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi aller ici. Pardon, excusez-moi, c'est la fatigue, je commence à être fatigué. S'il y a une personne qui vous dit je ne sais pas quoi visiter là ce week-end, hop, Périgord, écoute le podcast, bim, voilà. Et si vous avez des questions aussi, si vous avez des questions sur le voyage que j'ai pu effectuer, si vous voulez un peu plus de détails, envoyez-moi un message sur Instagram @historiquementfrançais. Je partagerai des photos aussi là-dessus. C'est fort probable que je partage des photos de ce que j'ai pris dans le Périgord, parce qu'il y a des photos qui valent vraiment le détour, et ça permettra d'avoir une illustration sur ce que je vous expliquais, notamment la Grande du Grand Roc, ça par exemple. Et ça va être c'est pour ça, donc suivez le compte. Mettez 5 étoiles, n'hésitez pas à ce qu'on interagisse, parce que notamment au niveau de la bouffe, ou au niveau du terroir, et même au niveau des musées, hein, mais en fait surtout, n'hésitez pas à interagir avec moi. Avec grand plaisir que la prochaine fois que je reviendrai dans le Périgord, et si vous avez d'autres choses que je n'ai pas visitées, que je n'ai pas mentionnées, que vous avez visitées, que vous pourriez me recommander de visiter, faites-le moi savoir avec grand plaisir, et je n'y manquerai pas de le noter dans un petit carnet pour la prochaine fois où j'y retourne. Et voilà. Portez-vous bien, j'espère que vos vacances se passent bien en tout cas, ou que vous allez partir en vacances, que je sais pas trop. Dans tous les cas, passez de bonnes vacances, bonne reprise pour ceux qui reprennent, ce qui est le cas pour moi, et je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, une très bonne fin d'août. Profitez pour aller visiter plein de choses autour de chez vous. La France est riche, vous faites 100 km d'un côté, vous allez tomber sur une toute autre région. Pensez-y, sortez visiter des choses, parce que vous allez être juste émerveillé à chaque chose que vous allez rencontrer. Profitez-en avant que ce soit la rentrée. Portez-vous bien. Et sur ce,
je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Allez, ciao ciao.